Lucky Star. Le cycle de David Starr, titre original Lucky Star Series, est une série d'histoires de science-fiction écrite au début des années 1950 par Isaac Asimov sous le pseudonyme de Paul French. Isaac Asimov rédige ce cycle avec les connaissances astronomiques de l'époque. Compte tenu de la longévité littéraire de l'auteur, celle-ci évolue considérablement entre les premières éditions des romans et les rééditions plus récentes. Titre original Lucky Star and the Pirates of Asteroids de 1953. Note de l'auteur original. Dans un texte rétrospectif, j'évoque ma série de 6 romans d'aventure des années 1950, mettant en scène Lucky Star et ses affrontements entre les hors-la-loi du système solaire. Chaque roman, fondé sur des données astronomiques de l'époque, explore une région différente de l'espace. Avec l'essor des sondes spatiales et des découvertes réalisées depuis les années 50, une grande partie des faits que j'y décris est aujourd'hui obsolète. Toutefois, Lucky Star et les Pirates des Astéroïdes de 1953 restent en accord avec les connaissances scientifiques actuelles. Bien que les astéroïdes soient désormais connus pour être légèrement plus sombres et plus grands que l'on ne le croyait, ces détails n'altèrent pas l'intrigue et je pourrais republier ce roman sans modification majeure. Note de l'auteur de la reprise. La plupart des valeurs numériques ont été arrondies. La comète Chury ne se transformera sans doute pas en astéroïde. Les réacteurs kilopower sont des réacteurs nucléaires à fission, pas à fusion. Un solénoïde supraconducteur dans un tokamak ne sert pas à dévier des débris spatiaux. Il faudrait un champ magnétique bien plus puissant. Le champ magnétique de la Terre protège principalement contre les vents solaires et les rayons cosmiques, pas contre les impacts physiques de débris. La vie extraterrestre n'a pas encore été prouvée à ce jour, et encore moins sur Mars. Quand je parle des sucres et des acides aminés en miroir sur Mars, cela est de la pure fiction. Tout comme l'idée que les sucres et les acides aminés soient nécessairement en miroir entre eux. Encore une invention de ma part, mes allusions au fait que les aliens soient à l'origine de la vie sur Terre par l'intermédiaire de molécules dans les météorites responsables de la panspermie, qui est elle-même une hypothèse débattue. Ces molécules avérées pourraient être apparues spontanément synthétisées dans le milieu interstellaire. La partie concernant l'esprit et le champ de force sont également une création de l'auteur original. Quant au sujet erroné en 2025, le 30 janvier 2025, on découvre un astéroïde avec autant d'acides aminés droits que gauche. Et le reste, je ne peux pas en dire encore plus. Les pirates des astéroïdes. Chapitre 1. Le vaisseau condamné. Heure H-15 minutes. L'Atlas attendait la mise à feu. Sa silhouette élégante et argentée renvoyait les reflets éclatants de la lumière de la Terre, particulièrement brillante dans le ciel nocturne de la Lune. Le nez du vaisseau était orienté vers l'infini de l'espace, vers ce ciel noir d'encre privé d'atmosphère. Au-dessus de lui, le vide sidéral, et en dessous, la surface grise et poudreuse du sol lunaire. Neil Armstrong, le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune, décrivait cette expérience en ces termes. La surface est fine et poudreuse. Je peux la soulever légèrement du bout du pied. Elle adhère en fines couches, comme du charbon en poudre, à la semelle, aux côtés de mes bottes. Je ne m'enfonce que de quelques millimètres, mais je peux voir les empreintes de mes bottes et les motifs de la semelle dans les fines particules sablonneuses. At the foot of the ladder, the limb footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. Buzz Aldrin, son coéquipier, qualifiera ce paysage de magnifique désolation. Ainsi, cette magnifique désolation s'étendait à perte de vue, offrant un spectacle à la fois sublime et austère. Cependant, ici, aucun équipage ne profitait du spectacle. L'Atlas ne devait pas transporter de passagers. Le docteur Hector Conway, directeur du comité scientifique, arpentait nerveusement la pièce. « Quel aurait-il vu » lança-t-il exaspéré. Il se sentait oppressé dans cette base du Shackleton, accroché au rempart inondé de lumière du cratère du pôle sud lunaire. Le site avait été choisi pour son exposition permanente au soleil, idéal pour alimenter les panneaux solaires. En bas, dans l'ombre perpétuelle, la glace d'eau s'entassait, exploitée sans relâche par des excavatrices. Il observa la bouteille sur sa table, 33 centilitres d'eau extraits d'un mètre cube de sol.
Sur Terre, il aurait eu une vue imprenable sur International City depuis son bureau perché dans la Tour des Sciences. Ici, tout n'était qu'illusion. Des écrans projetaient des paysages terrestres, la lumière variait au fil des heures, et même la nuit, une lueur bleutée baignait les couloirs. Mais derrière ces artifices, il n'y avait que la roche lunaire et le vide absolu. La base elle-même, avec ses modules en nid d'abeilles, témoignait de l'expansion méthodique des premières habitations, optimisées, fonctionnelles, mais oppressantes. Conway avait besoin d'espace, d'air, de ciel. Ici, il n'y avait qu'un décor soigneusement fabriqué pour masquer l'absence de tout ce qui faisait la Terre. Le docteur Augustus Henry, impassible, consulta l'heure entre deux actualités. Il reste 15 minutes. Pas de quoi s'inquiéter. L'Atlas est en parfait état. J'ai personnellement participé à l'inspection d'hier. Je sais, répondit Conway agacé. Ses cheveux d'un blanc éclatant trahissaient son âge, bien qu'il partageât la même génération qu'Henry. Toute anomalie génétique était bien sûr corrigée avant même le passage en couveuse. Les ajustements médicaux réguliers permettaient de ralentir le vieillissement. Mais le surmenage l'avait souvent contraint à repousser ses mises à niveau cellulaires. Il sortait tout juste d'une thérapie de régénération, ce qui lui garantissait encore quelques années sans correction optique, alors qu'Henry, plus assidu, recommençait déjà à devoir porter des lunettes. Et pourtant, son collègue mince, d'une élégance presque insolente, paraissait beaucoup plus jeune. C'est pour Lucky que je m'inquiète. Lucky? Conway fit une moue, comme pris en faute. Voilà que ça me prend aussi, je veux dire David Starr. Mais depuis un moment, tout le monde l'appelle Lucky, tu n'as pas remarqué? Lucky Starr, hein? Oui, ça lui va plutôt bien, mais je ne vois pas où tu veux en venir. Tout ça, c'est bien son idée, non? Justement, c'est typiquement le genre d'idée qu'il adore. Je ne serais même pas surpris de le voir tenter un jour d'attaquer seul le consulat syralien sur la Lune. Ça serait audacieux. Henry esquissa un sourire, mais Conway le fixa sérieux. Ne plaisante pas avec ça, parfois j'ai l'impression que tu l'encourages dans ses manies d'opérer en solitaire. C'est bien pour ça que je suis ici, pour le surveiller, pas pour assister à ce lancement. Eh bien, dans ce cas, Hector, je crois que tu n'es pas très efficace. Je ne vais quand même pas le coller comme une ombre, soupira Conway. Et puis, la poisse est avec lui. J'ai prévenu cette petite chipie que je lui arracherai les oreilles si Lucky décide de foncer tête baissée dans le consulat syralien. Henry arqua un sourcil amusé tandis que Conway grognait. Je te le dis, ce garçon en est capable. Non seulement il pourrait se lancer dans un coup pareil, mais en plus, il réussirait. Et alors? Et alors, ce serait de pire en pire, maugréa Conway, en passant une main nerveuse dans ses cheveux blancs. Et un jour, il prendra le risque de trop, on ne peut pas se permettre de le perdre. Un peu plus loin, dans un couloir faiblement éclairé à la périphérie de Luna City, Lapoisse avançait d'un pas chancelant, une chope de bière à la main, son éternel sourire décalé plaqué sur son visage. Sa longue tresse bleue dansait dans son dos à chaque mouvement, et ses bottes renforcées à la mode martienne claquaient sur le sol de métal. La gravité compensée n'agissait que dans les limites de la ville. Pour ceux dont les chaussures n'étaient pas adaptées à la pesanteur lunaire, des semelles magnétiques pouvaient être ajoutées pour adhérer aux surfaces métalliques et offrir une stabilité bienvenue sur ce sol étranger. Sur la Lune, où la gravité représentait 1/6 de celle de la Terre, chaque geste demandait une attention accrue. Avec une gravité de seulement 1,5 m par seconde carrée, la Lune représentait un contraste saisissant pour ceux venant de la Terre avec ses 10 mètres par seconde carrée. Mais la poisse n'était pas de cela. Elle avait grandi sur Mars, et elle était habituée à une gravité de 4 mètres par seconde carrée, bien inférieure à celle de la Terre. Ici sur la Lune, elle se sentait encore plus légère qu'une plume. Son poids n'était que de 10 kilos, contre les 20 qu'elle faisait sur Mars et les 50 qu'elle atteignait sur Terre. Cette légèreté lui donnait une étrange sensation de flottement, mais ce n'était rien qu'elle ne pouvait gérer. Elle s'arrêta devant un garde qui l'observait d'un air amusé. Le soldat en uniforme de la garde nationale lunaire était sûrement habitué à la pesanteur environnante. Ben, tire pas cette tête, lança-t-elle en tenant la chope. Tiens, c'est cadeau. Le garde surpris dit à regret. Ah, désolé, je peux pas. Pas en service, c'est le règlement. Bah, des règles, c'est fait pour être explosé, enfin, contourné, plaisanta la poisse en portant la chope à ses lèvres. Bien qu'à peine plus haute que le menton du garde, qui n'était pas bien grand, elle lui tendit la main avec une assurance insolente. Moi, c'est la poisse. Et toi? Je suis Bert Wilson. T'es de Mars, non? Répondit-il en jetant un regard intrigué à ses bottes caractéristiques et à sa tenue excentrique. Et comment? S'exclama-t-elle, fière d'elle. Ça fait une semaine que je suis coincée sur ce caillou par l'espace, quelle bled! Vous sortez jamais vous balader un peu? Bah, parfois, mais il n'y a pas vraiment grand-chose à voir dehors, juste de la poussière et du vide. Ah bah moi je vais aller faire un tour, je supporte plus d'être enfermée. Le garde pointa distraitement du doigt un sas au bout du couloir. Ce sera par là. Ah, t'as pas un casque de plus? Demanda la poisse.
Bah, de toute façon, c'est interdit pour le moment. Personne sort sans autorisation spéciale. Sérieux? Et pourquoi ça? Wilson bâilla. Ah, c'est le panneau de tir des militaires pas loin et ils ont un vaisseau qui doit décoller dans... Il consulta son hyperlink. 12 minutes. Ils sont super stricts jusqu'à ce que ce soit fini. Il se balançait nonchalamment sur ses talons, ses yeux rivés sur la chope vide, et la poisse faisait tourner entre ses doigts. Ta bière, elle vient du pastibar? Il y a du monde là-bas? Hein, y a pas un chat? Répondit-elle en lançant un regard amusé. Écoute, vieux, tu peux aller faire un tour, vas-y. T'en as pour 2 secondes pour aller t'en siffler une. Pendant ce temps, moi, je reste là, je monte la garde. Et je m'assure que personne ne passe. Wilson jeta un coup d'œil hésitant vers le bar. La tentation était difficile à ignorer. Ah non, je peux pas. Comme tu veux, lâcha la poisse, haussant les épaules avec un air désinvolte. Ni l'un ni l'autre ne parut remarquer l'ombre furtive qui s'était glissée dans le couloir, tapie dans un enfoncement à l'extrémité. Elle s'approcha silencieusement de l'imposante porte du sas, là où la lumière faiblissait. Wilson fit un pas dans la direction du bar, ses pieds semblant vouloir désobéir à sa volonté. Il jura à voix basse, puis s'immobilisa. Non, non, je peux pas. Je peux vraiment pas. Heure H moins 10 minutes. Lucky était bien à l'origine de toute l'opération. Il se trouvait dans le bureau de Conway le jour où les rapports avaient annoncé l'attaque du TSS Watlam Zachary. Les pirates de la ceinture d'astéroïdes avaient frappé fort. Après avoir pillé la cargaison, massacré les officiers et raflé la plupart des membres d'équipage, ils avaient abandonné le vaisseau en ruine à dériver dans le vide intersidéral. Ils s'étaient contentés d'emporter tout ce qui leur était utile. Les instruments, bien sûr, mais même les moteurs. Lucky avait dit, l'ennemi, c'est la ceinture d'astéroïdes elle-même, en fait. Ces gros cailloux, comme aiment les appeler nos amis chercheurs, sont au nombre d'1 million de corps de plus d'1 kilomètre de diamètre où les pirates peuvent se cacher. Mais il ne faut pas focaliser les recherches uniquement sur la ceinture d'astéroïdes principale ou sur les groupes des Troyens, ces astéroïdes capturés par Jupiter. Les pirates peuvent aussi se cacher parmi les géocroiseurs, des astéroïdes dont l'orbite croise celle de la Terre. On en recense près de 30 000, dont 1000 mesurent plus d'1 kilomètre et 10 000 dépassent les 150 mètres. Je vous accorde qu'il est peu probable que leur planque se trouve dans les astéroïdes de la ceinture de Kuiper au-delà de Jupiter, ou même encore plus loin dans ce nuage de Oort dont l'exploitation est encore balbutiante. La ceinture principale est en réalité très clairsemée. En moyenne, 1 million de kilomètres séparent deux rochers. La plupart ne font qu'une centaine de mètres de diamètre, bien loin des titans comme Cérès ou Vesta. Pourtant, ces blocs errants forment un véritable écosystème spatial, un carrefour stratégique où s'entremêlent l'exploitation minière, les observations astronomiques et les productions énergétiques. La Terre est peut-être exceptionnelle, mais tout comme les autres planètes et exoplanètes, de même chaque astéroïde est un petit monde à part entière, possédant des caractéristiques uniques et les propriétés de leur surface varient considérablement d'un corps à l'autre. L'intérieur des astéroïdes, agglomérats lâches, c'est-à-dire des amas de gravats par gravité, est un refuge idéal. En effet, ces environnements naturels offrent une protection contre les radiations cosmiques et les micrométéorites, tout en simplifiant le contrôle thermique. La possibilité de gonfler l'intérieur de ces astéroïdes pour créer des habitats pressurisés est une solution pratique et efficace pour les ceinturiens. Comme vous le savez, au sein de la ceinture principale, ces gros cailloux sont fortement influencés par la géante gazeuse, Jupiter, et la répartition des cailloux dans la ceinture révèle des trous. Ces lacunes de Kirkwood correspondent à des régions vides, où les astéroïdes sont éjectés de leur orbite par l'attraction de la grosse Jupiter. En revanche, les zones plus densément peuplées, qui correspondent aux orbites de résonance avec Jupiter, où la géante stabilise les trajectoires des objets, sont des endroits stratégiques pour opérer en toute liberté au milieu des ceinturiens honnêtes. Conway, assis derrière son bureau, scrutait les médias pour savoir si l'information avait déjà fuité. Bien sûr, mais que faire? Ces astéroïdes sont un nid de guêpes depuis la naissance de l'Empire terrestre. On a posté des patrouilles interstellaires de partout qui vérifient les vaisseaux et les astéroïdes. Nous avons tenté au moins une douzaine de fois de trouver des repères de ces bandits. Il y a 25 ans, lorsque le scientifique à cheveux blancs s'interrompit. Il avait en tête une époque révolue, 25 ans plus tôt, lorsqu'une attaque similaire avait coûté la vie aux parents de Lucky, et lui-même, enfant de 4 ans, avait dérivé dans l'espace en attendant l'arrivée des secours. Conway détourna les yeux, cherchant ses mots, mais les yeux noisettes de Lucky ne trahissaient aucune émotion. Le problème, reprit Lucky, c'est qu'on n'arrive jamais à identifier les vaisseaux pirates, et encore moins à trianguler leur position. Évidemment, renchérit Conway. Même avec les patrouilles interstellaires, il nous faudrait des siècles pour aller vérifier tous les astéroïdes et tous les équipages. Et ça ne changerait rien. Les repères peuvent toujours changer et les équipages de mineurs tournent beaucoup. Pourtant, on pourrait tenter quelque chose. Si on envoie un vaisseau de reconnaissance, les pirates paniqueraient à l'idée qu'on recense les astéroïdes. Et si on laisse fuiter l'information, ils attaqueront. Et après, fit Conway sceptique, le vaisseau serait automatisé, pas d'équipage humain. Mais imaginez qu'il soit équipé de navettes de sauvetage programmées pour se larguer dès qu'un moteur hyperatomique est détecté à proximité. Que feriez-vous à la place des pirates?
Ils détruiront les navettes, captureront le vaisseau et le ramèneront à leur base. C'est exactement ce qu'ils feront. Au moins, à une de leurs bases, ce serait un point de départ. En voyant les navettes de sauvetage se détacher, ils ne s'étonneront pas de trouver le vaisseau vide. Une expédition scientifique, après tout, ce ne sont pas des soldats. Leur seule option aurait été de fuir face à une attaque. Continue. Une fois leur hangar atteint, le vaisseau sentant un confinement pour être remisé exploserait. Pas une petite détonation, une explosion massive, assez puissante pour désintégrer l'astéroïde tout entier. Bon, en somme, tu proposes un cheval de Troie. Exactement. Un piège monumental. Et les observatoires de la défense planétaire de Cérès, Vesta, Junon et Pallas détecteront immédiatement l'explosion. Avec un peu de chance, on pourra localiser les survivants et leur soutirer des informations essentielles pour la suite. C'est risqué, coûteux, mais nécessaire. Les pirates ne s'attendront pas à ce qu'on riposte avec autant de détermination. Et c'était ainsi qu'était née l'opération Atlas. L'ombre qui s'était faufilée dans un renfoncement, menant au sas de sortie, évoluait avec agilité et assurance. Le panneau masquant le tableau de contrôle céda sous la flamme concentrée d'un chalumeau oxy-arc. Ça utilise un jet d'oxygène et un arc électrique pour chauffer et découper le métal, même sous l'eau. Le disque métallique pivota, révélant un panneau de contrôle où des doigts gantés de noir s'activèrent brièvement. Lorsque l'opération fut terminée, le disque retrouva sa place, ressoudé par un faisceau plus large et moins intense. La porte du sas s'ouvrit silencieusement. L'alarme qui aurait dû sonner demeura muette. Les circuits derrière le disque avaient été neutralisés. L'ombre s'avança dans le sas, et la porte se referma derrière elle. Avant d'ouvrir le sas menant à la surface, l'individu ajusta soigneusement son masque et son casque à son biosuite. L'atmosphère sur Terre exerce une pression équivalente à 20 tonnes sur un corps humain, et au niveau de la mer. Une pression que notre corps équilibre grâce à la pression interne. Le biosuite, quant à lui, imite cette atmosphère pressurisée en utilisant des fibres à tension, souvent constituées de matériaux élastiques ou à mémoire de forme. Ces fibres appliquent une pression constante et contrôlée sur le corps, stimulant ainsi l'environnement naturel. Une armature légère contenant de l'oxygène, des drink bags et des systèmes énergétiques pour maintenir une température stable est reliée au masque. Ce dernier isole complètement le nez et la bouche de l'extérieur, tandis que le casque scelle hermétiquement les oreilles et les yeux. Cela empêche toute fuite de gaz de s'échapper par les voies respiratoires ou auditives, y compris les canaux reliant la cavité buccale, la gorge et les sinus. Ces zones, normalement connectées aux poumons, ne doivent surtout pas pouvoir se déverser dans le vide spatial. Ce type d'équipement léger conçu pour de brefs séjours dans un environnement sans atmosphère, avec une autonomie de 15 minutes. Dans le couloir, Bert Wilson tourna la tête. « T'as entendu ça » demanda-t-il. « Non, j'ai rien entendu, » répondit la poisse, un air absent sur le visage. « Je suis sûr d'avoir entendu la porte d'un sas se fermer, dit-il en fronçant les sourcils. Pourtant l'alarme n'a pas sonné. Et elle aurait dû? Bien sûr, on doit être informé quand une porte s'ouvre, une alarme retentit lorsque le sas se remplit d'air, et une lumière s'allume quand il se vide. Sinon quelqu'un pourrait ouvrir l'autre porte et faire fuir tout l'air dans le vide spatial. Bah alors, s'il n'y a pas eu d'alarme, il n'y a pas de problème, non? Je n'en suis pas sûr, répondit-il inquiet. En tant qu'habitué, il activa les semelles magnétiques d'un claquement des talons et traversa le couloir pour arriver devant la porte du sas et inonder la zone de lumière. Puis il fit de nouveau claquer ses talons pour désactiver les semelles magnétiques et faire des bonds de 3 mètres pour vérifier les moindres recoins. La poisse claqua des talons par mimétisme, mais désactiva ses semelles, l'obligeant à courir maladroitement en gravité lunaire pour rejoindre Wilson, risquant de perdre l'équilibre à chaque instant. Wilson dégaina son désintégrateur et inspecta la porte avant de retourner vers le couloir. « T'es sûr que tu n'as rien entendu ?» « Ah, rien du tout, confirma la poisse, l'air toujours distrait. mais il faut dire que j'étais pas trop attentive. Heure H-5 minutes. Un nuage de poussière flottait autour de l'inconnu en biosuite, alors qu'il approchait de l'Atlas. La surface lisse du vaisseau renvoyait la lumière terrestre, mais celle-ci ne pénétrait pas les ténèbres de la base de lancement. En 3 longs sauts, l'inconnu traversa la zone éclairée et plongea dans l'ombre épaisse du vaisseau. Il grimpa à l'échelle, se propulsant d'un coup sec avec chaque mouvement, parcourant plusieurs échelons d'un coup. Enfin, il se retrouva devant le sas d'entrée du vaisseau, manipula les manettes de contrôle, et la porte s'ouvrit et se referma derrière lui. L'Atlas comptait maintenant un passager, un seul. Le garde observait les portes du sas, visiblement perplexe. La poisse, les bras croisés, grommelait. Ça fait 1 semaine que je suis coincée ici, et je suis censée suivre mon pote et veiller à ce qu'il fasse pas de conneries. Sérieux, je meurs d'ennui. J'ai même pas eu le temps de faire un tour dehors. Le garde, visiblement agacé, la coupa. « Arrête de me saouler avec ça, t'es sympa, mais on en reparlera plus tard, d'accord ?» Il scruta un instant le panneau de contrôle. « C'est bizarre. » La poisse s'était redressée, les yeux plissés, le visage rouge de frustration. Elle saisit le garde par le bras et le fit pivoter vers elle, manquant de perdre l'équilibre. « Dis, t'as un problème avec moi ou quoi ?» « Écoute, petite, tire-toi maintenant. »
Écoute toi-même! Tu crois vraiment que tu peux tout te permettre juste parce que je suis plus petite que toi? Relax, mec, je suis prête, hein. Défends-toi si tu veux, mais je vais te faire regretter de m'avoir énervé. Elle se déplaçait autour de lui, prête à s'amuser un peu. Wilson l'observait abasourdi. Qu'est-ce qui te prend? Arrête de faire l'andouille. La poisse esquissa un sourire. T'as peur ou quoi? Wilson, soupirant, haussait les épaules. Je suis en service, et sans vouloir te vexer, j'ai du boulot. Je peux pas m'occuper de toi maintenant. La poisse s'écroula des yeux. De toute façon, le vaisseau décolle, non? Elle laissa tomber ses poings. Ils ne purent entendre un bruit, bien sûr, puisque le vide spatial ne véhicule pas les ondes sonores, mais ils sentirent les vibrations sur leurs pieds au moment où les tuyères avaient propulsé le vaisseau dans l'espace. Ouais, t'as raison. Wilson fronça les sourcils. Il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Il avait déjà oublié le panneau de contrôle. Heure H. Le puits de lancement s'ouvrit, béant sous l'Atlas. Les tuyères crachèrent toute leur puissance, propulsant le vaisseau dans l'espace. Il monta lentement, majestueusement, avant d'accélérer, déchirant le ciel, puis il disparut dans l'immensité. Le docteur Henry regarda l'heure une fois de plus. Ça y est, il est parti. Il afficha les données de l'Atlas. Conway s'approcha. Vérifie les paramètres. La trajectoire était nominale, on ne peut plus parfaite. Dans un coin de l'écran était affiché le pas de tir vide. Les poussières étaient encore en suspension, mais le vaisseau n'était plus là. Conway hocha la tête pensif. Ce vaisseau était vraiment impressionnant. Il l'est toujours. Oui, j'en parle déjà au passé, ce vaisseau est condamné, et d'ici quelques jours il ne restera plus qu'une pluie de métal fondu. Henry, silencieux, ajouta son hyperlink. Soudain, tous deux se tournèrent quand la porte s'ouvrit. C'était la poisse. Elle les regarda, un sourire satisfait au visage. Ah, Luna City, c'est la vraie vie ici. On sent bien la gravité nous rattraper, hein? Elle tapa le sol du pied et sauta plusieurs fois. Y a pas 5 minutes, si je faisais ça, j'avais la tête au plafond. Compliqué. Conway fronça les sourcils. Où est le qui? La poisse laissa échapper un rire discret en pointant l'écran de contrôle encore allumé. Ouais, je sais exactement où il est. Je sais où il est à chaque instant. T'as vu l'Atlas? Il vient juste de décoller. Je sais, mais où est Lucky? Répondit Conway, un peu irrité. À bord de l'Atlas, évidemment, ou d'autres est-ce qu'il pourrait être?